Malgré les avancées considérables dans la compréhension des interactions entre les micro-organismes et dans la description du microbiome des plantes, certains mécanismes demeurent encore inexpliqués et nous avons une vision imparfaite de l'activité microbiologique des sols. Dans le contexte de crise profonde que traverse l'agriculture, des retours de terrain font état de résultats significatifs concernant la régénération de la biologie des sols, la fertilité et la porosité. Ces résultats sont obtenus grâce à l'utilisation de produits simples, peu coûteux, et cela d'autant plus que les sols sont dégradés. Face à ce constat et dans l'optique de relier les avancées de terrain à la science, le plan Marval a vu le jour. Ce collectif interdisciplinaire regroupe des personnes engagées, des experts passionnés qui travaillent ensemble pour approfondir la compréhension des processus de régénération des sols. L'objectif est de créer des outils collectifs et accessibles, fondés sur l'expérience de terrain, afin de diagnostiquer, suivre et améliorer la qualité des sols agricoles à destination des agriculteurs et des techniciens. Notre approche repose sur des techniques low-tech et accessibles à tous, visant à se passer de l'usage des biocides dans la production alimentaire en réintégrant la biologie des sols. Cela contribue ainsi à renforcer l'autonomie des systèmes agricoles tout en respectant nos écosystèmes. Donc moi je suis François Hérissou, je suis un ancien d'une chambre d'agriculture, j'ai des collègues, des anciens collègues, là c'est super. Donc j'étais conseiller en agronomie et j'ai accompagné des agriculteurs en conservation des sols et qui sont ici aussi, c'est des collègues, pour moi c'est des amis. Et on a vraiment travaillé ensemble, grâce à eux, on est passé d'une agriculture, on parle d'agriculture régénérative, on est passé d'une agriculture on va dire dégénérée, à une agriculture qui régénère. Et moi, je considère, au travers de toutes les réunions qu'on fait en France, les parties d'études de sol, etc., les visites qu'on fait, qu'on est avec les meilleurs agriculteurs de France. Voilà, je le dis carrément, parce que c'est une forme d'agriculture qui est vraiment où j'ai trouvé aucune contre-indication, tant d'un point de vue climatique qu'un point de vue alimentaire, que d'un point de vue économique avant tout. C'est une agriculture qui est vraiment d'un rapport rapidement intéressant, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Donc voilà, moi je vais présenter un peu cet état de l'agriculture et au-delà, comment on peut aller au-delà de ça. Pour revenir sur les termes dont on parlait au sujet de la fertilité, les 3 fertilités que vous a présentées Xavier, moi je les appelle fertilité de l'habitat, fertilité physique, fertilité de l'habitat, avoir des habitats du sol qui soient les plus disponibles possibles pour l'ensemble des habitants du sol, qui vont agir sur la fertilité chimique, c'est-à-dire la fertilité alimentaire. Donc la fertilité, c'est la capacité qu'a un sol d'alimenter une culture, une plante, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a l'au-delà de la plante, c'est-à-dire tout l'environnement de la parcelle qu'il faut faire vivre aussi, parce que ça c'est aussi important que la culture. Donc ça il faut vraiment l'avoir en tête, donc la fertilité alimentaire. Et qu'est-ce qui fait l'interaction entre cette fertilité de l'habitat et la fertilité alimentaire? C'est la fertilité du vivant. Donc je regarde mon ami Hervé Covez, la vie est belle, le vivant c'est fondamental dans tout ça. Donc le vivant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a des spécialistes ici du vivant, mais moi, dans ces formes d'agriculture-là, qui sont des formes d'agriculture de la régénération, je mettrais vraiment au-dessus de tout du vivant, le vivant que l'on ne voit pas, l'invisible est souvent beaucoup plus important que le visible, et c'est, vous avez compris, le vivant des micro-organismes. Donc les micro-organismes, bactéries, champignons, et je pense qu'on va maintenant, dans cette deuxième partie, parler de cela, donc parler de cette forme du vivant qui est la première forme qui est apparue sur la Terre il y a des milliards d'années, il y a 3,5 milliards d'années, et qui se maintient à l'intérieur du sol, à l'intérieur des plantes, à l'intérieur de nous. Vous avez des bactéries anaérobies, la spécialiste c'est Isabella ici, qui ont 3 milliards d'années dans les intestins. Et pourtant elles n'ont pas évolué, enfin elles ont continué à vivre de la même façon. Donc on va parler de tout cela. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé avec cette forme d'agriculture que je vous ai présentée, enfin que je ne vous ai pas présentée, mais que je vous ai vantée, l'agriculture de conservation des sols, l'agriculture régénérative, l'agriculture bio de conservation des sols, qui est un peu ce qu'on voudrait atteindre, c'est-à-dire le respect du sol, le respect de l'habitat, avec les techniques les plus adéquates.
donc le non-travail du sol, si possible, la pluralité des cultures que l'on fait ensemble, c'est-à-dire les associations de plantes, la diversité des cultures, l'introduction massive des légumineuses, donc qui sont des plantes qui absorbent l'azote de l'air et qui la mettent dans le sol parce que c'est un des éléments déterminants du démarrage de la vie, n'est-ce pas Hervé? Donc tout ça, eh bien, c'est lié au fonctionnement optimal des micro-organismes. Et donc ces micro-organismes, qu'est-ce qu'on va, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup maintenant, dans l'étape où je suis moi personnellement, c'est d'aller au-delà de ce qu'on a vu avec vous, avec les agriculteurs, c'est-à-dire des productions qui sont durables, des productions qui n'impactent pas sur le milieu, mais des productions qui ne vont pas encore assez vite pour arriver à avoir des résultats. Enfin, il y a déjà des très bons résultats économiques, mais on voudrait booster ces résultats et on voudrait surtout dans certains territoires, eh bien, reconquérir des sols. Et on va vous présenter, grâce aux intervenants qui sont ici, des méthodes de reconquête plus rapides des sols grâce à l'utilisation des micro-organismes. Et je terminerai en disant que les micro-organismes sont la variable la plus importante qui régisse le statut chimique et biologique des sols. On a ici le spécialiste qui nous a... Olivier Husson, on ne le cite jamais assez, mais c'est une personne qui nous a fait évoluer énormément là-dessus par rapport à la chimie du vivant, qui est la chimie souvent des échanges électriques, des échanges de l'énergie. Ces échanges de l'énergie électrique se font en grande majorité, essentiellement par les micro-organismes. Et donc vous comprenez bien que la diffusion du vivant, c'est-à-dire de la vie c'est des changements d'énergétique. L'énergie, c'est des distributions d'électrons dans le sol, et c'est les micro-organismes qui sont à la base de ces échanges d'électrons. Eh bien, tout ça, c'est mis en musique grâce à la fertilité, les 3 fertilités qu'on a vues, mais il faut maintenant aller à une étape supérieure, parce que on a, dans certains territoires, encore une fois, pris du retard, et on a, grâce à ces nouveaux outils qu'on va vous présenter, la possibilité de le faire. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant pour vous de le savoir, puisque vous êtes déjà interrogé. Hugues, par exemple, tu avais déjà fait des stages sur les thés de compost et tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir en la matière. Et grâce à ces intervenants, vous allez pouvoir mettre une cartouche supplémentaire dans vos outils pour arriver à cette forme d'agriculture qui est pour moi la forme d'agriculture de l'avenir, qui produit, mais qui en même temps laisse dans le sol plus d'énergie qu'elle en a extrait. Vous comprenez? Et c'est ça la régénération. C'est-à-dire qu'il faut produire, exporter, mais si ce qu'on exporte reste à l'état exportation, si on ne remet pas plus d'énergie qu'on en a exporté, eh bien on tourne en rond. Donc il faut produire plus que l'on exporte, et je pense que grâce aux micro-organismes, on va arriver à cela. Voilà, et maintenant je passe la parole, alors je ne sais pas à qui c'est qui démarre, c'est Mylène. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Mylène Souvigné. Je suis agronome. Je travaille sur la régénération des sols. Alors à la base, je suis pas mal dans des projets de recherche. J'ai commencé beaucoup avec la mesure du potentiel redox selon la méthode d'Olivier Husson. Et c'est ce qui m'a amené en fait à travailler sur les lactofermentations. Donc je ne vais pas développer ici pourquoi le potentiel redox ça m'a amené à ça. Mais toujours est-il que donc j'ai développé ça, la pratique des lactofermentations pour la régénération des sols, et pas que, parce qu'en fait les impacts de la lactofermentation sont vraiment puissants, que ce soit dans le sol, sur les plantes, mais aussi les animaux, les composts, les fumiers. En fait, on peut les utiliser absolument partout. Et mon autre gros axe de travail, et là par contre c'est mes propres, en fait c'est depuis toujours, c'est l'eau. C'est vraiment l'eau et la qualité de l'eau et la dynamisation et l'information, etc. Bon, ça par contre, ça vient après. Et donc là, moi, ce que je vais vous présenter un petit peu, c'est en fait ce qu'on va vous présenter vite fait dans toutes ces techniques en fait de travail avec la microbiologie. Donc c'est effectivement, ce sont des techniques qui ne peuvent pas se passer d'un premier pas de régénération des sols, notamment les pratiques de l'agriculture de conservation. Il faut au moins commencer par mettre un pas en avant. Parce que de fait, la microbiologie va être beaucoup plus efficace quand le sol
a déjà démarré un processus de régénération. Donc la manière dont on va vous les présenter, c'est d'abord des techniques la plus simple à la technique la plus complexe, et ensuite par ordre de priorité. Voilà. Et ensuite, toutes les techniques dont on va vous parler, c'est vraiment les techniques, elles peuvent toutes s'additionner. C'est vraiment intéressant de les additionner parce que moi, ce que je présuppose, c'est qu'elles entrent toutes en synergie les unes avec les autres. Et voilà. Donc, en ce qui concerne la lactofermentation, qui pour moi est la technique numéro 1 à mettre en place, en général, ce qui est le plus connu, c'est quand on parle de lactofermentation, en général, on s'en réfère au purin d'ortie. Purin d'ortie, purin de consoude, etc. À la base, c'était des techniques qui étaient utilisées en termes de macération. En tout cas, on faisait macérer ça de manière aérobie. On s'est aperçu que quand on passait sur des processus anaérobie, donc de lactofermentation, ça devenait plus puissant. Ensuite, à la base, ces techniques-là étaient utilisées davantage dans des processus foliaires, c'est-à-dire qu'on faisait des pulvérisations foliaires à petite dose, et c'était utilisé notamment pour lutter contre les ravageurs, lutter contre les maladies, et c'était comme ça à l'origine que ça a été utilisé. Il y a des résultats comme ça, c'est certain, sauf que avec la pratique, en tout cas avec ma pratique aussi, on s'est aperçu que quand on travaille ces techniques de lactofermentation au sol à grosse dose, c'est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que vous démultipliez les effets. Alors quand je dis à grosse dose, on est sur de l'ordre de 100 litres hectare, au moins en un passage, ou alors on peut faire plusieurs grosses doses de 60 litres hectare en quelques passages. Mais c'est là où on commence vraiment à avoir des résultats aussi bien sur le sol, et ça va aussi arriver sur la plante. Alors, notamment en vigne, où il y a eu des essais notamment pluriannuels, où c'est vraiment intéressant. Ils ont travaillé sur plusieurs années et ils se sont vraiment aperçus que travailler à petite dose en foliaire ou travailler à grosse dose au sol, on avait partout des résultats, parce qu'en fait ils ont fait toute une batterie de tests aussi bien sur le sol que sur la plante. De partout on avait des résultats, sauf que du côté de l'essai où ils avaient travaillé au sol à grosse dose, les résultats étaient beaucoup plus marqués. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant à prendre en compte. Donc après, dans les lactofermentations, je fais vraiment un gros distinguo entre les lactofermentations classiques de plantes, où on va vraiment plutôt travailler sur des lactobacillus, ou des lactofermentations qui sont, on va dire, qui pour moi sont plus des lactofermentations de fond qu'on va pouvoir développer à grosse dose, qui sont typiquement les EM, l'alifofère, qui on va dire qui est l'alifofère, qui est le secteur, enfin comment dire, qui est la version libre de droit des EM, ou des lactofermentations de céréales. Et ces lactofermentations-là, ça va être beaucoup plus facile de les développer à grosse dose au sol. Les lactofermentations de plantes, moi j'ai eu quelques déboires avec, à grosse dose, donc du coup je me méfie. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elles ne sont pas efficaces quand on les utilise en pulvérisation foliaire, à petite dose. Je dis pas, c'est juste, je les mets pas je les mets pas en opposition. Voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, elles sont ultra complémentaires, mais c'est vraiment ça. J'ai appris les retours d'expérience m'ont appris à faire des distinguos. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Isabella Tomasi qui va vous parler de. Elle a des retours avec les lactofermentations qui sont vraiment intéressantes. Merci. J'aimerais bien vous faire un dessin rapide, parce que ça m'est venu pendant les présentations, pour vous faire comprendre. Bon, tout ce que je vais vous présenter ici, on en parlera cet après-midi. Il y a 2 ateliers où Mylène et moi on sera présentes. Donc tout ce qui est recettes et aller dans le fond des explications, ce sera vraiment cet après-midi. Simplement, il faut bien vous mettre ça dans la tête, et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre partout maintenant, dès le premier cours de biologie, quel que soit votre âge, hein, CM1, CM2, n'importe quoi. Dès qu'on parle de biologie, il y a une grande chose qu'on a oubliée. Vous le savez tous, on a des anaérobies dans les intestins. Ces anaérobies sont hyper importants. Microbiome, donc c'est bien le mot clé, microbiome. Ces microbiomes, donc comme l'a dit tout à l'heure François,
la planète Terre a été créée, il n'y avait pas du tout de dioxygène, ce que vous respirez. Et qui nous oxyde? Qui oxyde, mais qui est contrôlé. Attention, le dioxygène que vous prenez est immédiatement fixé sur du fer, sinon c'est la catastrophe. Donc c'est toxique. Simplement, cette toxicité est contrôlée par quoi? La vie s'est arrangée pour que chaque cellule qui respire du dioxygène est en contact avec des cellules qui ne supportent pas du tout le dioxygène. C'est le mot anaérobie qu'elle a dit tout à l'heure. Anaérobie. Bactéries. Il y a eu aussi quand même d'autres êtres vivants qui sont plus complexes, qui sont anaérobies. Mais bon, on ne va pas en parler. Et aérobie. Et puis entre les deux, il y a ceux qui font les deux. Hein, d'accord? Donc nos cellules, à nous, elles sont aérobies. Elles prennent du dioxygène, elles en ont besoin, voilà. Mais c'est hyper contrôlé. Or, vous avez un humain. Ça va pas être terrible, hein, mais bon. Vous avez un être humain avec son cœur, ses intestins, donc son fermenteur, et son cerveau. Allez, on lui en fait un beau. Il faut comprendre que vous avez du microbiome anaérobie dans les poumons. Ah tiens, c'est étrange. 30% des bactéries du poumon ne supportent pas du tout ce que vous respirez. Mais elles sont là, elles sont précieuses. Dans le cerveau, c'est la même chose. Dans le cœur, c'est la même chose. Et d'où ça vient? Des intestins. Donc, le moindre microbiome anaérobie doit provenir d'un réacteur. Et nous sommes tout simplement des réacteurs qui se bougent. Donc moi, je vais même plus loin, je dis, les bactéries anaérobies sont tellement intelligentes qu'elles ont permis à l'aérobie de se créer, aux êtres vivants qui bougent, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, de se créer. Mais attention, vous avez toujours besoin de nous. Sans nous, vous ne pouvez pas aller aussi loin. Donc, ça c'est l'humain. Et bien la plante, c'est la même chose. J'ai des arbres, parce que bon, pour le moment, on me fait travailler sur des arbres, parce que ça coûte cher les arbres, c'est pérenne, comme la vigne, comme les arbres, et ça demande beaucoup d'investissement pour les mettre en place. Donc quand ça commence à mourir par hectare entier, ça commence à faire peur. Et donc je travaille pas mal dans les kiwis en ce moment, et on commence dans les poiriers. Or, il faut comprendre qu'un arbre, il a ses feuilles, qui sont les échanges gazeux et les échanges avec l'extérieur, la lumière, donc c'est vraiment toute l'énergie qui arrive dans la plante, donc comme Olivier nous l'a toujours bien expliqué, c'est vraiment la photosynthèse. Il y a des vaisseaux et il y a des racines. Vous avez la même situation, c'est-à-dire que tout le microbiome, vous cultivez des plantes, mais vous cultivez aussi des micro-organismes. Vos plantes ont des bactéries, ont des champignons aussi, mais ils sont moins, enfin oui, ils sont aussi analysés, des champignons et des bactéries, dans les feuilles, dans les tiges, dans les troncs, partout. Donc, vous devez alimenter ces microbiomes ici, qui vont vous donner la santé, avec ce que vous allez trouver dans le sol. Et c'est un peu ça le problème de tout ce qui est pathogène. On soupçonne que les champignons pathogènes qui rentrent dans la plante parce qu'ils n'ont pas trouvé les bonnes bactéries dans le sol. Et comme ils ont besoin de bactéries, ils vont dans la plante pour aller les chercher. Donc je termine là. Donc la lactofermentation, c'est anaérobie. Je cultive des bactéries anaérobies. Pourquoi? Pour produire avec du sucre, des métabolites, un liquide qui contiendra des bactéries et beaucoup de métabolites. Et comme ce sont des bactéries qui ne supportent pas du tout le dioxygène, elles vont produire tout ce dont nous avons toujours besoin, tout ce dont nous avons besoin. Donc elles vont être mises au sol ou en foliaire. Donc beaucoup, traditionnellement, l'ont mis en foliaire avec les préparations de plantes, les préparations d'ortie, de consoude. Mais maintenant, on sait qu'on peut passer par les racines et surtout par le sol. Et alors là, décupler énormément quoi? La présence des microbiomes dans la plante. Parce qu'au moment où la plante a ses microbiomes, ce n'est plus la même plante. Et là, je suis ferme, ce n'est plus la même plante. Vous venez avec un extrait d'algue sur une plante qui est vivante ou un extrait d'algue sur une plante qui est moins vivante, qui a moins de microbiomes, ça ne va pas du tout vous donner le même résultat. Okay. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on m'a fait venir en Italie parce qu'on savait que... On m'a fait venir en Italie pour mesurer des sols. Et en même temps que j'ai mesuré des sols, comme moi, le diagnostic, ça m'ennuie beaucoup. Il n'y a pas que du diagnostic, il faut aussi réparer des vergers. Donc, je suis arrivée sur des vergers en dessous de Rome, dans des sols sableux, donc qui sont quand même poreux, dans des sols très argileux, 40% d'argile, ou des sols limono-argileux, avec
toujours 30% d'argile et de limon. C'est vraiment des situations très différentes. Partout, il y a une dégénérescence du kiwi, parce que le kiwi a des racines extrêmement sensibles. Donc effectivement, ils ont implanté les kiwis en sud de Rome parce que ce sont des sols extrêmement riches depuis très très longtemps. Ils les ont implantés dans les années 80. Donc je vous raconterai ça cet après-midi. Ils les ont implantés dans les années 80, ils ont tout détruit, tous les sols. Voilà ce que ça donne. Secondo slide. C'est moi qui ai le truc, le binocle. Ça a avancé. Donc voilà, ça c'est les sols que l'on a régénérés parce qu'on a mis des lactofermentés. Je vous raconterai ça cet après-midi. On les a mis dans les systèmes d'irrigation à dose de 50 litres par hectare. Je leur ai proposé plutôt de prendre un déchet de sucre qui est à leur disposition. En l'occurrence, le producteur qui était là, producteur de cuit, produisait aussi des choux-raves. Donc on a fait des lactofermentations de choux-raves, de déchets de choux-raves. C'est gratuit, en grand volume, en 1000 litres. On contrôle le pH et le redox, donc on obtient de très beaux lactofermentés. Et on a fait le tout pour le tout. On a balancé ça dans les systèmes d'irrigation à sprinkler. On a fait ça pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, on a récupéré toutes les racines de kiwi. Donc je pourrais vous montrer ça cet après-midi. Autre slide. Ça, c'est au printemps, des rejets de germes sur des bois qui étaient morts. Des bois qui étaient morts depuis... Alors, il perdait son verger depuis 2018. Ça a commencé à dégénérer. Il avait perdu 80% des arbres. L'année qui a précédé l'été 2022, il y avait eu 0 production. Donc derrière, il y a les banquiers qui viennent visiter le verger quand même en Italie. Hein. Les banquiers ne restent pas dans l'agence. Hein. Vous venez leur raconter que ça ne va pas bien, ils viennent voir vraiment que ça ne va pas bien. Donc ensuite, autre slide. Donc ça, c'est pour vous montrer la production de juillet 2024 dans la partie du kiwi jaune, parce qu'en plus, il y a le kiwi vert, kiwi jaune, c'est ce qui donne le plus de rendement, mais surtout le plus de rendement en argent. Ça se vend très très bien. Vous avez une production magnifique de kiwis sur des arbres qui étaient en train de mourir il y a 2 ans. Et tous les kiwis en plus ont tous la même taille. Ils sont magnifiques. Et une très belle taille de calibre. Voilà. Donc cet après-midi, autre slide. Ça, c'est un autre verger qui a été traité en 2 mois. Là maintenant, parce qu'en fait, moi, j'ai fait faire des traitements au mois de l'été 2023. J'ai fait aucune promesse. Vu les résultats, les 1 ou 2 techniciens ont dit, maintenant on y va. Donc pour le moment, il y a une dizaine de producteurs de kiwis ou d'arbres fruitiers qui sont en train de faire des lactofermentés dans le sud, dans le centre et dans le nord de l'Italie, en faisant des lactofermentations sur des brocolis, sur des brassicacées, sur des melons et des céréales. Donc ils ont tous la recette. C'est vraiment du bien commun pour tout le monde. Ils font 1000 litres chaque fois. Ils font ça très bien dans les règles. Ils sont en train de traiter des poiriers, des kiwis. Ça, c'est un exemple aussi à Latina. Ça, c'est le rang qui n'a pas été traité. Donc, on voit que toutes les feuilles sont en train de se craqueler. Tout. C'est vraiment la moria, comme on dit en Italie. Ça veut dire que le sol, vous voyez qu'il y a des couverts végétaux partout. Donc, malgré, c'est ce qu'on disait là, et je vais terminer avec ça, malgré le fait que le producteur de kiwis savait très bien qu'il fallait mettre des couverts végétaux, du fumier, du compost, du gypse. Ils mettaient tout depuis 2 ans. Et ça ramait. Il y avait un problème pour faire décoller les sols. On l'a fait en 1 an et demi, parce que tout le reste avait été fait aussi avant. Donc c'est comme une clé qu'on met dans un moteur, et on change le moteur quand même. Je pense qu'on change vraiment le moteur, avec les microbiomes. Et je pense qu'on ne pense pas suffisamment aux microbiomes dans les arbres. L'autre photo, c'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne. La dernière. Voilà, des feuilles de kiwi comme ça. Mais quand je leur demande si c'est normal, ils me disent oui, mais on avait ça il y a 15 ans. On les a perdus. Donc le kiwi fait des feuilles énormes, luisantes, magnifiques, une photosynthèse de dingue, une évapotranspiration de dingue. Et là, c'est la première année, il va récupérer toute la partie végétative de l'arbre, il va récupérer ses racines. Donc l'année prochaine, il a une production. Au lieu de voir son verger mourir. En 2023, 600 hectares arrachés. C'est une dévastation économique dans la région. Donc là, 2 dernières slides et puis j'arrête. Ça, c'est une lactofermentation sur des résidus de pain bio. Donc c'est que céréales, typiquement. Et l'autre slide, oui, en fait, la diapo suivante. Là, en fait, je suis en train d'apprendre à des producteurs de melons de récupérer des melons, parce qu'en fait, il y en a énormément dans notre région. Donc l'objectif pour moi, c'est de sensibiliser chaque région, chaque zone locale, à récupérer les résidus qui sont sucrés, surtout dans l'agroalimentaire, et à faire des lactofermentés, parce que ces lactofermentés sont produits d'une manière facilement faite par tout le monde. Ça peut être des groupes d'agriculteurs qui se mettent ensemble, qui les font pour tout le monde. Une fois qu'on a ce liquide, c'est une bombe pour ajouter cet instrument à l'agroécologie et faire en
3 ans, 1 an et demi. Avec Mylène, on est d'accord, en 1 an et demi, on récupère un verger. En 1 an et demi, 2 ans, ce que l'on attendrait de faire en 5 ans ou 6 ans. Voilà. Donc c'est cet après-midi, il y a 2 ateliers. Bonjour à tous. On va commencer ici. Donc, je vais vous parler ici des enrobages de semences, qui est un des facteurs de multiplication des... Pardon. Oui, Jean-Charles, je suis directeur agronomique dans un groupe agricole et avant, je faisais beaucoup de recherche et développement sur de l'agriculture biologique et comment arriver à concilier un petit peu la question que tu évoquais tout à l'heure. Comment arriver à ne pas faire de travail de sol sans glyphosate et à arriver à faire de l'agriculture régénérative tout en n'ayant ni recours au glyphosate, qui effectivement a un effet sur les micro-organismes, et sans le travail de sol qui lui aussi a un effet sur les micro-organismes. Un champignon, un filament, on le passe au mixeur, théoriquement c'est filamenteux, ça a un petit peu de mal à résister, les vers de terre y compris, etc. Et donc j'ai essayé de chercher comme ça des solutions techniques qu'on retrouve, je dirais, dans le mouvement de la permaculture, où là vraiment le travail de sol et cultiver des plantes sans le travail de sol, c'était vraiment un des axes majeurs du développement initial de la permaculture. Oui, excusez-moi. Donc la première utilisation dans la permaculture initiale, dans les germes de la permaculture, c'est Fukuoka qui a lancé le mouvement. Lui, il enrobait ses semences. J'ai repris ces techniques tout en les rationalisant, je dirais, pour arriver à les appliquer au milieu agricole où on a des volumes de semences qui sont quand même plutôt gros. Ici, vous avez des semences de tournesol qui sont inoculées avec du thé de compost. Le thé de compost, je vous en parlerai un petit peu après. Et on sèche ces graines avec des algues et d'autres poudres de compost et de micro-organismes pour arriver à les passer dans le semoir. Ça, c'est un effet particulier, c'est que ça va pré-inoculer la plante et l'inoculer avec des endophytes et un microbiome particulier. Et on va avoir une maîtrise sur les micro-organismes qui vont accompagner la plante. Les plantes sont comme nous et comme les animaux, au début de leur vie, leur système immunitaire est extrêmement fragile. Un bébé a un système immunitaire extrêmement bas, un veau a un système immunitaire extrêmement bas, et il est hyper intéressant d'inoculer un veau dans sa première heure de naissance avec un colostrum. Je ne sais pas si du moins les éleveurs connaissent bien le truc, et ça le rend moins malade. Et c'est la même chose pour les plantes. Vous inoculez les plantes dès le départ de leur vie avec des micro-organismes symbiotiques. Les plantes ont un système immunitaire qui est actif dès le démarrage. On peut enclencher le slide. Suivant. Non, ouais, tu peux appuyer sur suivant. Et en fait, ici, vous avez des semences de blé qui sont enrobées avec une manière traditionnelle qui est de mettre du vinaigre. Donc là, c'est un désinfectant. Donc c'est abiotique. Vous voyez qu'on perd ces 25 cm d'un rayon de blé. Ici, vous avez plus de plants, plus de racinaires, plus de feuilles parce que le système immunitaire est enclenché. La capacité à acquérir des éléments du sol est lancée. Les plantes se défendent mieux, elles partent mieux. Il y a une synergie qui est déjà enclenchée dès le départ. Et ici, le vinaigre, c'est vraiment ce qui est utilisé massivement par l'agriculture biologique pour semer des semences de blé. Or, c'est vraiment quelque chose qui retarde la plante, elle met du temps, et quelque part, on joue un petit peu à la roulette en termes de micro-organismes, puisqu'en fait, c'est les micro-organismes du sol qui vont contaminer la plante. Si vous avez les bons dans le sol, tout va bien. S'il y a des pathogènes, c'est les pathogènes qui rentrent. Donc une plante sur 2, une plante sur 4 va être contaminée et peut contaminer en plus ses voisines, quoi. Et donc l'idée de l'enrobage de semences, c'est justement mettre ses germes de vie sur la graine. La graine, par le système de photosynthèse, va faire des sucres, va nourrir encore ces micro-organismes et va les multiplier dans le sol. Donc un bon moyen, un bon vecteur de multiplication des micro-organismes le plus efficace
avec un volume de matière extrêmement faible, ça reste vraiment l'enrobage de semences. Quels que soient les micro-organismes, quel que soit le compost, là, on est sur une dose de 1 kg de matière de lombricompost à l'hectare qui va donner ces résultats. Donc sur des sols hyper fatigués, des sols en mauvaise santé, des sols qui ont un microbiote qui n'est pas terrible, des sols hydromorphes, des sols où un petit peu tassés, etc. Et ben tout de suite, on va pouvoir redonner de la vie au sol et on a cet effet de multiplication par le fait que les plantes sont toujours en train d'injecter du sucre aux micro-organismes. Et voilà, on a plusieurs solutions pour le faire. On peut le faire sur du blé, on peut le faire sur des févroles, on peut le faire sur du maïs, on peut le faire vraiment sur toutes les graines. Ici, vous avez du maïs également. Et voilà ce qui va se passer. Donc si on les inocule en plus avec des champignons, vous voyez là, j'ai laissé malencontreusement dans un sac des semences qui ont été enrobées. Et elles n'ont pas été semées puisqu'on en avait un tout petit peu de trop. Bah, vous voyez, en quelques jours, les champignons vont eux aussi se déployer autour de la plante et faire des connexions entre le sol et la plante. Et donc voilà. Et là, vous avez un blé qui est bien inoculé, qui a les bons micro-organismes. On n'a pas d'azote de mise sur la parcelle depuis 2 ans. Et il n'y a pas eu l'ombre d'une unité d'azote qui a été appliquée sur ce blé. On arrive à 5 tonnes de blé produit, sans engrais, sans pesticides, sans toute la batterie. Il n'y a eu aucun binage parce que les plantes ont été hyper vigoureuses, hyper couvrantes. Et en définitive, bah voilà, moi, c'est ce type d'agriculture et je vous présenterai les autres modèles. Mais voilà, jusqu'ici, on travaillait comme ça. Des sols nus, zéro photosynthèse, un sol qui a faim. Et ici, vous avez un sol qui est protégé, mais en plus avec un système continu de nourriture pour le sol. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de potentialiser, hein, mais toutes les préparations dont on va parler là pour cette journée qui vous seront présentées, si vous n'avez pas cette partie droite, je ne vais pas dire que ça ne fonctionne pas, c'est juste que ça va fonctionner super moins bien parce que vous n'aurez pas de nourriture pour cette vie du sol. Les bactéries doivent être multipliées, les champignons doivent être multipliés, et la succession en plus, on parlait de la chaîne trophique tout à l'heure, la succession, le moteur, c'est le sucre injecté aux bactéries qui va nourrir les nématodes, les protozoaires, etc. Et sans ça, non, c'est bon. Sans ça, on y arrivera un petit peu moins bien. Et ça, c'est donc un couvert végétal qui a été semé en pleine sécheresse. Tous les couverts végétaux de la plaine, tout le monde dit non, mais non, cette année, il ne fallait pas semer. En définitive, en inoculant les graines, en les faisant démarrer vite, elles vont aller chercher en profondeur et il y a un couple avec les micro-organismes qui leur permettent de mieux résister à la sécheresse. Je passe la parole à Baptiste. Donc bonjour à tous, Baptiste Maître. Donc moi je fais de l'accompagnement technique d'agriculteurs plutôt en système de légumes d'industrie. Je suis basé en Normandie et donc je travaille beaucoup sur la pomme de terre, sur la betterave, les endives, enfin tous ces légumes d'industrie. Et donc on travaille beaucoup à la régénération. Donc on est sur des cultures, plutôt annuelles avec du travail du sol. Donc on a quand même conservé un peu le travail du sol, notamment pour faire des pommes de terre, même si on essaye de réduire l'impact. Et les lactofermentations, donc on travaille en ça depuis 2018. Et là, c'était juste un exemple pour étayer un peu les propos de Mylène et de Isabella. Et donc, on a une situation de départ où on avait un sol qui était dans cet état-là. Et donc, c'est des sols de limon qui ont tendance vraiment à se refermer sur eux-mêmes si on n'intervient pas. Et donc là, l'objectif, c'était de se dire, vu l'état du sol, est-ce qu'il faut que j'intervienne ou pas mécaniquement ? On a souvent aussi besoin de restructurer parce que derrière les arrachages de pommes de terre, par exemple, il y a des passages de benne tous les 2 mètres. Donc du coup, il faut détasser les roues. Et donc là, on a utilisé un système, si tu reviens juste en arrière, un système de fissuration. Et on s'est dit, quitte à passer avec de la fissuration, pourquoi pas inoculer dans le sol avec une buse. Donc là, vous avez la dent de fissuration. Et 5-10 cm au-dessus, on a une buse, on injecte des ferments directement dans la
le flux de terre qu'on vient de travailler. Et l'objectif, c'était de voir quel était l'intérêt, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à mettre des lactofermentations. Et donc, si on revient à la photo d'après, on voit bien l'impact. Donc là, vous avez le passage de la dent sans fissuration. Donc, il y a quand même eu un travail qui a été fait. Et ça s'accompagne systématiquement. Vous avez vu sur le fissurateur, derrière, il y a la rotative semoir. Parce qu'on sème tout de suite une plante vivante. C'est vraiment, ça s'inscrit dans, c'est pas juste j'utilise l'outil des lactofermentations, c'est j'accompagne avec de la biologie parce que les lactos, ils ont beau être costauds, avec leurs petits bras, ils n'ont pas la capacité suffisante pour inoculer le milieu et le restructurer. C'est vraiment la synergie injection de lactofermentation plus racine. Et on voit qu'il y avait un plus au niveau de la structure. Et ça, on l'a validé chez plusieurs agriculteurs. Et tous les agriculteurs qui l'utilisent, ils disent qu'il y a un avant et un après quand on utilise des lactofermentations sur la structure. Mais c'est pas juste injecter des lactofermentations quand on fissure. Ça s'accompagne de tout le travail de l'agroécologie, d'injecter, de semer des couverts végétaux, de réduire le travail du sol. Tout ça, ça s'inscrit dans une dynamique et une logique complémentaire. Et la deuxième utilisation qu'on a, c'est aussi pour détruire les couverts végétaux. En fait, il y avait un objectif de s'affranchir de la chimie. Et tous ceux qui sont passés en bio, ils se disaient je veux plus retravailler les sols, mais comment est-ce que je fais pour... je veux continuer de mettre des couverts végétaux, donc comment est-ce que je fais? Et donc on l'utilise aussi pour détruire les couverts végétaux. Donc on passe avec un broyeur pour libérer toute l'énergie du couvert végétal. Donc les micro-organismes comme ça ont de quoi se nourrir. Et on passe avec un rotavator, donc on plume sur le plateau de talage à 2 ou 3 cm, vraiment pour incorporer les micro-organismes, les protéger de la déshydratation et des UV, et puis faire en sorte qu'il y ait une digestion du couvert. Et là on a fait aussi les expériences, notamment en pommes de terre. On a composté le couvert, on a planté nos pommes de terre et on a regardé dans la butte juste après la plantation qu'est-ce qui restait. Et donc là où on a mis des lactofermentations, on n'avait plus que de la paille dans la butte. De l'autre côté, on avait encore des feuilles vertes du couvert là où il n'y avait pas eu de lactofermentation. Donc c'est un outil qui nous aide pour accélérer la dégradation et la digestion du couvert et aller vers de l'humification. Et donc ça, c'est un des outils qu'on utilise. Moi, j'aime bien l'idée de la boîte à outils et on rajoute à chaque fois des outils dans la boîte à outils. Et un autre outil qui peut nous aider dans la transition et notamment un outil starter, c'est l'utilisation, comme l'a dit Mylène, des extraits fermentés de plantes. Les principaux qu'on utilise, c'est quand même l'ortie et la consoude. Donc on l'utilise plutôt en végétation avec l'objectif d'avoir un effet sur la santé de la plante. Et des choses qu'on n'avait pas spécialement prévues, qu'on a observé, c'est aussi que ça nous aide à restructurer le sol. Et donc là, c'est principalement la consoude. Et donc là, vous avez un témoin, c'était une parcelle. Donc ça, c'est des agriculteurs dans Lyon qui ont travaillé là-dessus depuis une dizaine d'années. Et l'agriculteur, il était vraiment il passait d'une mouillère à une mouillère. Donc en gros, il était dans une mouillère, il repassait 40 mètres sur du dur, il retombait dans une mouillère. Et au moment des épandages d'engrais au printemps, il appelle ses copains, il se dit c'est bizarre, j'ai une parcelle où j'ai plus que la moitié de la parcelle où j'ai des mouillères et tout le reste il n'y a plus de mouillères, alors que le sol était la parcelle était plutôt uniforme. Et donc il remonte précédent, remembrement, est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été faites différentes? Et puis d'un seul coup il a un éclair et il se dit mais j'ai fait un essai dans cette parcelle, j'ai fait à l'automne 5 litres d'ortie, 5 litres de consoude. Et du coup j'avais fait que la moitié de la parcelle et ça correspondait à cette moitié là. Et donc ils ont été faire des tests bêches et donc on observait bien là la parcelle. Donc c'est un passage qui a été fait à l'automne. On est venu faire les observations au mois de mai et donc on voyait bien qu'il y avait un problème de structure et la structure était plutôt fermée. Et dès qu'on a mis des extraits fermentés de plantes sur la céréale à l'automne, on a stimulé l'exudation racinaire et on a eu un effet. Et donc on voit bien que l'horizon grumeleux il s'est épaissi et il y a eu un effet sur la structure. Et la seule différence, c'était l'utilisation des macérations pour accompagner et aider la plante. Et donc depuis, on voit qu'il y a quand même un effet. Ça peut être un précurseur, mais il faut des plantes vivantes pour stimuler l'exudation. C'est toujours le prérequis, mais ça peut être des outils pour aider, pour stimuler. Et donc si on utilise des macérations de plantes, le passage le plus important, en tout cas sur céréales, c'est le passage à l'automne parce qu'il a cette capacité et c'est vraiment la consoude qui permet cette évolution. Et donc dans l'objectif qu'on avait, c'était aussi de se dire est-ce qu'il n'y a pas, comme l'a dit Mylène, à coupler des approches. Et donc on est arrivé aujourd'hui à, en plus de la partie macération de plantes, rajouter des acides aminés, des oligo-éléments. Donc on travaille beaucoup avec des analyses Novacrop, comme vous l'a présenté Benjamin tout à l'heure, pour comprendre un peu l'équilibre de nutrition
et venir renforcer ces éléments. Et donc comme les macérations, c'est un stimulateur de défense naturelle, c'est très bien reconnu par la plante, ça aide à chélater les oligos, et donc du coup, il y a déjà un cocktail d'oligo-éléments, et en plus, on vient aider et accompagner la plante. Et quand on fait des analyses de sève, ce qu'on se rend compte, c'est que dès qu'on utilise des macérations, on a des analyses de sève qui sont beaucoup plus équilibrées, donc moins d'excès, moins de carences, et on a vraiment une analyse qui est beaucoup plus centrale, beaucoup plus optimisée au niveau de la santé de la plante, avec toutes les applications que ça peut amener derrière. On travaille des itinéraires techniques où on réduit fortement la partie chimie, plus de fongicides, plus d'insecticides, et on travaille beaucoup avec macération, plus oligo-éléments, plus acide aminé, acide humique et fulvique. Enfin, et on a vraiment développé des itinéraires techniques, notamment sur des cultures où on passe régulièrement, où on essaye de superposer, et donc on fait un passage de macération, un passage de nutrition, un passage de stimulation, et ça permet de diminuer comme ça la partie chimique. Et donc Jean-Charles, il a un outil qui est en plus complémentaire que j'ai aussi pu tester, mais au niveau du thé de compost, et donc ça peut être aussi en complémentarité. Et donc là, dans les itinéraires qu'on a développés, notamment cette année en pommes de terre, on faisait des thés de compost, des macérations, et puis on alternait, et on attend les résultats. Je vais récolter ça la semaine prochaine, donc je ne peux pas vous donner encore de chiffres. C'est moi et après c'est toi. Non, c'est moi et après c'est toi. Non, c'est moi et après c'est toi. Bon, vas-y. Bonjour. Vincent Masson, moi je parle d'agriculture biodynamique, je viens de Bourgogne, et on fait là-bas des préparations pour l'agriculture biodynamique, je fais de la formation et du conseil. Je vais vous dire quelques mots de ce que c'est que l'agriculture biodynamique, et puis vous présenter quelques résultats de la préparation bouse de corne préparée, qu'on appelle aussi 500 préparés, puisque dans le cadre de ce qu'on vous présente aujourd'hui, eh bien, il s'agit là d'un élément qui sert à booster le développement de ce qui se passe dans les sols. Et on peut dire que quand ça se passe dans un sol, ça se passe aussi avec une plante. Je pense que la délimitation sol-plante est purement théorique. La limite, en fait, on ne sait pas trop où elle est, et l'un ne peut pas vraiment être sans l'autre. Donc voilà, c'est un système global qu'on stimule à chaque fois qu'on travaille là-dessus. La biodynamie, pour vous présenter la chose brièvement, c'est une méthode agricole qui a démarré il y a 100 ans. Et il y a 100 ans, c'était quelques propositions pour essayer de trouver une voie de salutogénèse pour l'agriculture, c'est-à-dire est-ce qu'on peut trouver une manière de constituer de la santé? Est-ce qu'on peut créer des fermes qui soient des bases de bonne santé? Et la santé dans le domaine agricole, ça intègre la fertilité des sols, ça intègre la santé des plantes et la qualité des produits qui sont issus des cultures, puisque ces produits-là vont être la base pour la santé animale et pour la santé humaine en termes de ce qui suit la consommation des produits agricoles. Un des éléments fondamentaux de la biodynamie, c'est l'idée que si on constitue des fermes en tant qu'organisme agricole, c'est-à-dire où on arrive à avoir une diversité qui soit dans le monde végétal et dans le monde animal, une diversité suffisante, eh ben, on peut générer sur chaque ferme des cycles qui permettent d'entretenir cette fertilité. Si on arrive à avoir une autonomie de la fumure et une autonomie pour l'alimentation animale sur les fermes, alors on a des bases pour ces processus de santé. Si on rajoute à ça un travail sur la sélection de semences et sur la sélection animale, ça veut dire qu'au fil du temps, eh bien, on peut améliorer cette santé en améliorant l'adaptation non seulement à un lieu, à un type d'agriculture, mais également à des objectifs, c'est-à-dire par exemple selon ce qu'on veut faire à partir de ce qu'on produit, quelle est la destination des céréales qu'on fait sur la ferme, eh bien la sélection va nous permettre d'avancer vers une adéquation toujours meilleure entre la plante et les objectifs qu'on a. Donc ça, c'est pour donner un regard un petit peu général sur ce que c'est que l'agriculture biodynamique. Une des bases importantes pour la fertilité des sols, c'est le compostage. Le compostage, c'est un truc génial dans lequel toutes les substances qui arrivent en fin de cycle,
permettre de redevenir le terreau fécond pour qu'une vie renaisse à partir de là. Donc c'est vraiment un bouclage de cycle et c'est la jonction entre la fin d'une des vies des substances et puis le redémarrage. Donc le travail sur le compostage fait partie de la pratique, et il y a un petit élément supplémentaire, c'est ce qu'on appelle les préparations biodynamiques. Les préparations biodynamiques, ce sont des substances qu'on utilise en très petite quantité, qui sont à base de bouse de vache, à base de plantes et à base de cristal de quartz. Voilà une petite énumération de ces différentes préparations. On a la préparation bouse de corne. Alors elles ont toutes des petits numéros, ça simplifiait les discussions quand il y a eu des échanges à leur sujet, c'est toujours le cas. La bouse de corne, donc ça c'est de la bouse de vache qui est introduite dans des cornes de vache, enterrée dans le sol pendant l'hiver. Il se passe pendant ce temps-là une fermentation qui fait qu'au printemps, quand on va récupérer le contenu de la corne, eh bien on a quelque chose qui s'est transformé, qui est une substance noire, inodore, humique, colloïdale. Si vous voulez, cet après-midi dans un atelier, on pourra regarder, sentir, toucher. Et cette préparation, elle a un effet de stimulation sur les développements racinaires de plantes. Si vous stimulez le développement racinaire des plantes, développement racinaire, ça veut dire plus de racines en termes de densité, mais également en termes de profondeur et de verticalité. On a des verticalisations de systèmes racinaires. Et ça vous induit une évolution de la structuration des sols. Évolution, amélioration de la structuration, plus de porosité, plus de circulation, un meilleur habitat pour tout ce monde qui bosse dans les sols, qui est actif. Et donc, on a, au travers de l'application de cette préparation, un impact sur la croissance des plantes et la fertilité des sols. On a une deuxième préparation qui est la silice de corne. Donc ça, la bouse de corne, on utilise 100 grammes pour 1 hectare. On est sur des très petites quantités. C'est-à-dire qu'une très petite quantité de substance, mais qui est vraiment dans l'état juste et bien employée, peut avoir un effet. Et ça, je vais vous montrer juste après. La silice de corne, c'est une préparation à base, donc c'est de la silice, c'est du quartz, et on va utiliser ça à la dose de 4 grammes par hectare. C'est très très peu, c'est mélangé dans de l'eau. Il y a un mélange rythmique qu'on appelle dynamisation ou brassage, et qui permet d'activer la préparation et également de transmettre son activité à l'eau. Et on pulvérise sur des dosages de 30-35 litres hectare. La silice, elle joue sur un renforcement de la santé des plantes et elle joue sur la qualité de ce qui se concentre dans les périodes de maturation des fruits. Donc on a un effet des effets qualitatifs sur à la fois les aspects gustatifs, à la fois les aspects qualitatifs, les aspects de conservation. Il y a d'autres préparations à base de plantes qui sont utilisées. Alors les plantes, c'est l'aquilée millefeuille, la matricaire camomille, l'ortie, le pissenlit, l'écorce de chêne, la valériane. Et ces préparations-là, elles sont toutes préparées de manière un petit peu particulière et on utilise là aussi des quantités minimes pour inoculer les composts. Et on observe des modifications dans les courbes de fermentation des composts et dans ce que les composts vont induire au niveau des sols où on les apporte. Il se trouve que c'est ça, ce que je viens de vous présenter là, c'est un petit peu la base en termes de préparation biodynamique. Et quand on fait de la biodynamie, ça veut dire qu'on a utilisé tout ça. Dans beaucoup de situations, les composts ne sont pas utilisés, ou peu, ou pas sur l'ensemble des surfaces agricoles. Et donc, dans l'histoire de la biodynamie, on a cherché à faire des préparations où on puisse apporter ces préparations à base de plantes différemment, par une pulvérisation. Les préparations les plus connues pour ça sont les composts de bouse d'après Maria Thun et la bouse de corne préparée, qui a été développée par Alex Podolinsky en Australie, et c'est la bouse de corne. Et une fois qu'elle est élaborée, on introduit dedans ces différentes préparations, on laisse maturer, et on l'utilise de la même manière que ce qu'on aurait utilisé la bouse de corne simple. Voilà, vous avez un petit peu le panorama. On peut rajouter une chose avant de continuer, c'est que depuis le début, l'histoire de la biodynamie, elle s'est basée sur des propositions qui ont été vues comme des hypothèses à valider. Donc il y a toujours eu un accompagnement de la biodynamie par de la recherche, de l'expérimentation, toujours. D'abord pour voir est-ce que les propositions qui ont été faites sont valables, et puis après pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut affiner, est-ce qu'on peut aller plus loin. Et donc ça fait 100 ans que la biodynamie, ça a commencé en 1924, on est dans l'année du centenaire, ça fait 100 ans que la biodynamie est accompagné par plein d'expérimentations, plein d'essais, ça bouge. Et ce qui est important à voir là-dedans, c'est que
C'est une méthode qui s'améliore au fil du temps, comme toutes les méthodes. Tout ce dont on parle aujourd'hui, si on prend l'état dans lequel on était, l'état des connaissances il y a 10 ans, l'état des connaissances aujourd'hui, on a énormément progressé. Donc si on s'imagine où on en sera dans 10 ans, il ne faut pas être trop prétentieux, il faut surtout bien considérer que nos connaissances du jour sont des choses qui sont à remettre en cause en permanence, qui vont évoluer, qui vont s'affiner, qui vont s'améliorer. Yes, 2 minutes. Quelques résultats. Ici, vous avez les effets d'une saison de biodynamie. Il s'agit de parcelles qui sont des parcelles avec des témoins, donc des parcelles coupées en deux. On part sur des contextes bio, en l'occurrence, là. Et cette partie est menée en bio, et cette partie a reçu 3 applications de la bouse de corne préparée que j'ai évoquée tout à l'heure, sur une saison. Et ce qu'on peut observer là, c'est des évolutions de sol qui sont importantes. Alors on voit déjà les racines, beaucoup de densité, beaucoup de profondeur des racines. Une herbe qui est plus poussée que là, pardon, la photo est prise, on est dans le Médoc là, et la photo est prise en mars. Vous avez un sol qui s'est assombri, vous avez un sol dont la structure a évolué, dont la porosité s'est nettement améliorée. Donc voilà, on a une évolution importante. Et un autre exemple. Ici, on est on est au sud de la Bourgogne, on est en 2014, et on a le témoin bio ici, la partie biodynamie là. On est après une application de 500 préparés, donc 100 grammes à l'hectare, et cette application a été faite au mois d'avril 2014, et la photo est prise le 11 décembre. Donc là encore, on voit très petite quantité apportée, mais un impact fort en termes d'évolution de la structure, de la fertilité, de ce que ça peut donner pour la plante. Il me reste... C'est fini. Un autre exemple là. Ici, vous êtes sur l'espace d'un été, témoin bio, la partie biodynamie. Je ne commande pas. Je veux juste vous commenter celle-là. Si on fait un zoom sur ce qu'on vient de regarder, on regarde un petit peu les racines. Et quand je vous disais, on ne peut pas vraiment dissocier plante et sol, ici, j'ai une salade témoin bio. Ici, j'ai une salade qui a reçu 3 fois la 500P entre ce qui précède sa culture et puis le moment de la plantation. Et on voit qu'on a une masse racinaire qui est importante, mais pour moi, la partie la plus importante, c'est que sur cette salade témoin, vous avez des racines qui sont nues. Vous voyez les racines. Et sur cette salade-là, vous voyez des racines qui sont gainées par du sol. Et ça, c'est une mise en évidence de l'interaction entre la plante et le sol. J'ai boosté la formation d'exudat racinaire de la plante. Et donc, ce que la plante offre à son sol, la manière dont elle constitue la fertilité de son propre milieu, est nettement activée ici. Et ça, pour moi, c'est un des facteurs déterminants de ce qu'est capable de faire cette préparation, qui est la 500 préparée. Et voilà. Et on a juste oublié de parler du thé de compost, donc Jean-Charles, tu as 2 minutes, même pas. Donc le thé de compost, c'est assez simple. C'est une infusion de compost de très très bonne qualité dans de l'eau qui va être aérée pour apporter l'oxygène nécessaire aux micro-organismes aérobies. On a parlé des micro-organismes anaérobies, et dans un sol, le couple qui fonctionne bien. Donc là, ici, vous avez une théière spécifique. Donc c'est soit par un système de dynamisation, soit par un système d'aération. On va suroxygéner le milieu et on va l'apporter en aérobie pour permettre à tous les micro-organismes de survivre. On a les bactéries, on a les champignons qui ne survivent que si on est en présence d'oxygène, et on a tout le reste de la chaîne trophique qui est en général dans le compost, qui lui-même va pouvoir survivre et se multiplier dans ce milieu. Et voilà, hein, donc là vous avez d'autres réacteurs, ça c'est aux États-Unis, où là on va injecter de l'air avec des systèmes de buse, et on va venir placer ce compost-là particulier dans des sacs pour permettre la libération des micro-organismes, mais aussi des métabolites, mais aussi de l'humus liquide qui est compris dedans. Ça, on va l'appliquer. Voilà, là vous avez un système, je dirais, le plus basique. Hein, vous prenez une poubelle, vous prenez un aérateur d'aquarium, vous mettez dedans du compost, et
tu peux mettre la suivante. Et voilà ce que ça va donner. Ça va vous faire une espèce de mousse au-dessus. Et là, on considère qu'il est de bonne qualité. Ça doit toujours sentir bon. Si ça sent mauvais, c'est que vous êtes parti sur de l'anaérobiose, on n'est pas bon. Et donc cette préparation-là, on va pouvoir la charger dans le pulvérisateur ou l'appliquer sur les semences, et on va l'appliquer sur les cultures. Donc là, il va falloir avancer, tac, tac, tac. Donc là, on peut le faire en enrobage de semences. Là, celles-ci, elles ont été traitées comme ça. Et voilà. Et ça va nous permettre, en tout cas, ça c'est un des gros avantages de cette technique-là. L'enrobage de semences et le thé de compost vont nous permettre de faire du semis direct sous couvert végétal. Ça va d'inoculer ces semences avec ces produits-là, ça va nous permettre de nous affranchir du bon contact terre-graine qui est un petit peu un des gros basiques de l'agriculture. On a abandonné les rouleaux, on sème directement, même quand on est en TCS, on fait un travail grossier de la terre, on fait un lit de semences catastrophique. C'est pas grave, c'est même mieux, on fait moins lever d'adventices. Et le fait que la plante ait déjà ses bactéries, elle n'a pas besoin de capter les bactéries du sol pour enclencher la germination. Les germinations ne s'enclenchent que si la plante a des micro-organismes qui vont contaminer sa racine. Donc là, vous voyez un blé févrole en semi-direct sous couvert végétal. Et vous voyez qu'on a une levée homogène, très peu d'adventices. Les plantes sont dynamiques et en bonne santé. Et voilà ce que ça donne en termes de résultats. Et ça nous permet, alors moi je m'inscris vraiment dans le mouvement de la permaculture, donc on ne bine pas, on ne herse pas, on ne laboure pas, on a un travail réduit. Ici c'est la parcelle expérimentale qui depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui en non-travail de sol, et on a été même jusqu'à pousser le bouchon un petit peu loin, parce que Fukuoka faisait pas de rotation. Et donc j'ai considéré que je vais essayer de m'inscrire dans son mouvement et faire la même chose. Ici vous avez un blé févrole, et c'est des blé févrole sur blé févrole sur blé févrole sur blé févrole, qui est pas trop dans la logique du système, mais en fait ça permet de faire ça. Et ça on va le pulvériser sur les cultures, et vous voyez le blé est en bonne santé, la févrole est en bonne santé, parce que on les recouvre de micro-organismes. On forme un biofilm microbien à la surface des feuilles qui va empêcher les champignons de pouvoir se développer. Les micro-organismes vont manger la nourriture qui est nécessaire aux champignons pour pouvoir se développer. Et il faut comprendre que les plantes, là on a vu qu'elles rentraient par les racines, mais les plantes en fait elles sont hyper poreuses, que ce soit au niveau des feuilles, au niveau des racines. Les micro-organismes peuvent rentrer complètement et pénétrer complètement à l'intérieur par le feuillage, par les racines, dans tout l'ensemble. Donc des plantes en bonne santé, pour moi c'est des plantes qui sont bien inoculées. Et le couple, parce que moi j'utilise des EM qui sont des lactofermentations et du thé de compost en enrobage, en pulvérisation et sur le sol. Et donc c'est ce couple, moi à mon sens c'est ça. Un bon sol qui tourne bien, c'est un couple de micro-organismes aérobies et anaérobies. Les aérobies vont consommer l'oxygène que les anaérobies détestent. Et quand on va avoir ce couple-là, on arrive à avoir des synergies qui sont hyper efficaces et des productivités qui sont tout à fait intéressantes. Ici, vous avez encore 0 engrais sur la culture. Et il me semble que c'est tout. Et ici, on a vraiment poussé le système encore un petit peu plus loin avec encore plus de pulvérisation foliaire. Et vous voyez, vous avez des blés qui sont en hyper santé. On arrive à 55 quintaux quand on commence à pousser le système. Et là, on a l'aide de la légumineuse et on replante derrière un mélange multi-espèces, parce que c'est vraiment la diversité des plantes qui, moi, à mon sens, est vraiment essentielle. On met un multi-espèces qui a environ une dizaine d'espèces. Donc la rotation, elle est vraiment annuelle, à mon sens. Je plante 2 plantes, je cultive 2 plantes, et j'ai encore 6 à 7 plantes qui poussent derrière. Et en fait, si en une année, un agriculteur, je dirais, traditionnel, qui ne fait pas de couverts végétaux, qui ne fait pas ces choses-là, mais en fait, en une année, je fais plus de plantes que lui dans un cycle de 7 ans. Donc, la rotation, elle a plus la même nécessité. Enfin, d'après moi, c'est comme ça. Et voilà, une févrole, normalement, on vous dit qu'il faut attendre 5 à 6 ans avant d'en ressemer une. Nous, on la sème tous les ans pendant 6 ans. Donc, c'est pas... Et elle craque pas, quoi. Vous voyez bien que ça se comporte plutôt pas mal. Voilà. Et ici, vous avez la différence. Pardon. Avec une grosse dose de thé de compost, voilà ce que ça peut donner sur un blé, où là, on va vraiment massifier l'apport. Vous voyez qu'on active la... Ça, c'était en première année. Voilà.
Cendre, 2 kg. Sulfate de fer, 2 kg. À la place de la cendre, ouais. On évite de trop mélanger. Je sais pas, une navette par exemple, ou un radis fourragé, je sais pas, un truc comme ça. Pour la consommation des bactéries aussi, et aussi des champignons. Et donc Chercher la à libération récupérer du fer et de l'azote, le sang séché fonctionne très bien. Sans frais 10 litres, sans séché, autour de sucre. Ça se trouve facilement en jardinerie et ça vous permet d'avoir vos propres adaptations locales. Parce qu'en fait, là, l'intérêt, c'est le pool génétique en lui-même. C'est déjà croisé. Là, par exemple, là, sur de la précoce, je crois que j'ai assemblé un pool de 40 variétés. Là, on a un agrégat de matière organique. Ça va dépendre de la densité de semis et des choix de ce que vous allez implanter. Mais effectivement, on peut prendre le risque de la prairie, notamment si c'est un régras. Au moins, vous avez le processus enzymatique qui se met en route et c'est d'autant plus intéressant. C'est le principe de la bière. Choisie, On parle pas la de plante la semée de par l'orge rapport germinée, aux on parle pas plantes de l'orge spontanées humaine, qui vont se on va parler rebiffer de et qui vont l'orge vouloir germinée. s'installer. Si vous avez des sols flingués avec très peu de matière organique, très peu dans des conditions compliquées, ça va être un support en plus pour augmenter la fertilité. Le plan Marval, c'est bien. Alors le plan Marval, c'était super, 3 jours passés ensemble. Ah, c'était chouette, moi j'étais content d'être là, d'être convié parmi ce panel d'experts. Un espace d'échange extrêmement riche avec des spécialistes de très très haut niveau. C'est vrai que ça m'a vraiment fait très plaisir d'être au milieu de gens qui ont fait ce niveau de compétence. C'est hyper important. Parce que moi, tous les gens qui étaient là, je les avais presque jamais vus réunis tous ensemble. C'était un événement, je dirais, merveilleux, le mix de ce qui se passe en journée, de ce qui se passe le soir, la rencontre avec des gens très pointus dans leur domaine. Et puis très riche en idées et en échanges. Le cadre est sympa, les gens sont sympas, moi je suis super ravi de vous y retrouver l'année prochaine. Eh ben, ça a été une super belle organisation, des rencontres excellentes. Merveilleux et qui donne beaucoup des idées pour le futur. Super heureux. Je trouve que l'objectif a été atteint dans le sens où je l'entendais au départ, c'est-à-dire mettre en relation des gens qui ont des disciplines différentes. Voilà, une organisation au top et un lieu, ma foi, très sympathique. Vraiment 3 jours au top. C'était un super plateau, des super gens et le pari qui était de faire non seulement se rencontrer des chapelles, mais aussi les faire travailler ensemble et devenir des copains, en gros. Je pense que le pari est gagné et c'est tout ce qu'on va en tirer.